Bonjour à tous, je m'appelle David. Bonjour David. Qui vient pour la première fois Ah oui, beaucoup de nouveaux. Quelques visages familiers. Ok, cool. Donc on m'a dit il y a pas mal de personnes de l'ESILV, c'est ça Ok, donc beaucoup d'ingénieurs qui s'intéressent au marketing. C'est parfait. Aujourd'hui, on va parler du marketing orienté startup. Donc justement, on ne va pas forcément avoir le temps de rentrer dans le détail. On va avoir à peu près 3/4 d'heure de présentation, je pense. Et après, on aura un temps de questions-réponses. Donc, si vous avez des projets, des questions un peu plus précises, on va essayer de répondre ensemble à la fin. Alors, c'est ici que... Voilà. Pour me présenter rapidement, donc je m'appelle David. J'étais au Pôle aussi il y a quelques années, promo 2013. Donc, j'ai fait 2 ans en création de start-up. Donc c'était un projet qui a suivi en fait juste après le pôle. Ensuite j'ai fait du freelance, j'ai fait un MOOC sur comment créer sa startup qui est disponible sur Udemy. Donc c'est un petit peu la colonne vertébrale en fait de ces ateliers. Là on est à l'atelier numéro 5 sur le marketing et actuellement je travaille dans une société de conseil qui s'appelle DXC Technologies. Donc où j'accompagne des grosses sociétés dans leurs problématiques de CRM. Donc c'est le logiciel de la relation client. Voilà pour l'intro. Donc je vous disais, c'est le 5e atelier, en tout cas qu'on a ensemble. Donc c'est à peu près une fois par mois. On va parler du marketing. Alors l'objectif, c'est que de vous donner un maximum de clés pour que vous soyez autonome, pour exécuter le faire savoir de votre savoir-faire. Que c'est une chose de savoir exécuter un produit, d'avoir un beau produit, mais c'est une autre chose de le savoir communiquer. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vraiment se donner les clés pour que vous soyez autonome par la suite. Donc on va introduire pas mal de concepts, pas mal d'outils aussi. On n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais après, libre à vous, sur votre temps libre, après, d'aller creuser un petit peu. Alors, disclaimer important, communiquer ne change pas votre produit. Donc la base, c'est quand même d'avoir un produit qui fonctionne, que les gens veulent. Et ça, normalement, c'est des choses que vous avez validées auparavant. Donc c'est notamment des choses qu'on a vues dans les ateliers précédents. Donc comment construire un prototype, un MVP, comment avoir un début de traction. Donc c'est quelque chose que vous devez avoir validé auparavant. Là, on est vraiment dans la partie communication. Donc la communication, on va en fait accélérer la diffusion de son produit ou de son service. Mais ça demande déjà d'avoir un produit ou un service qui a déjà été pensé et validé auparavant. Donc ça, c'est juste pour l'introduction. Bien communiquer ne transformera jamais votre produit, c'est juste là pour le faire connaître auprès du monde entier. Donc d'abord, il faut qu'on s'entende sur ce que c'est que le marketing. Alors est-ce qu'il y en a qui peuvent essayer de me définir ce que c'est que le marketing? 2-3 mots-clés, qu'est-ce que ça représente? En quoi ça consiste? Ne soyez pas timide. Un mot-clé? Besoin, c'est-à-dire le besoin. Créer un besoin qui n'existe pas. Enfin, pas qui n'existe pas, mais qui n'est pas encore... D'accord. Donc créer un besoin, j'entends. Ok, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Ouais. Faire acheter. Faire acheter, ok. Trouver les bons mots. Ok, trouver les bons mots. Est-ce que vous avez d'autres idées? Identifier sa cible. Identifier sa cible, effectivement. C'est quelque chose qu'on essaie de faire tout au début, ça. D'autres pistes? Allez, je vous donne ma définition personnelle. Donc, à mon sens, pour moi, le marketing, c'est 4 axes principaux. Donc, ça rejoint certaines choses que vous avez dites. Première chose, c'est d'analyser son marché. Alors, effectivement, étudier les besoins, pas forcément les créer, parce qu'on a vu normalement dans les ateliers précédents qu'une startup est surtout là pour résoudre un problème existant. Donc, normalement, vous n'inventez rien, vous êtes là juste pour résoudre quelque chose, un problème qu'un groupe de la population a. Construire une offre, donc j'entendais aussi trouver les mots. Donc ça va être d'articuler une offre cohérente qui soit comprise par la cible identifiée. Et ensuite, on a 2 principaux objectifs quand on fait du marketing. C'est en général soit d'accroître la notoriété d'une marque, soit de vendre. Alors vendre, c'est toujours l'objectif final, mais vous allez voir quand on a des opérations de marketing, on a ces 2 leviers qui
qui sont un petit peu en concurrence. C'est-à-dire qu'on peut faire du court terme sur de la vente et on peut aussi essayer d'avoir un peu plus de long terme sur travailler sa notoriété. Alors, quand vous êtes une start-up, donc ça c'est bien que vous êtes un grand groupe, c'est un peu les 4 piliers. Quand vous êtes une start-up, on essaye de ramener ça à des choses un peu plus concrètes. Donc analyser son marché, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, quand vous êtes entrepreneur, d'aller parler à vos utilisateurs. Donc essayer de comprendre qui ils sont, passer du temps avec eux, les interroger dans des one-to-one avec des questions que vous avez préparées à l'avance, les écouter, faire des questionnaires, voilà, comprendre véritablement ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans votre produit. Ensuite, avec ces données-là, vous allez pouvoir construire une offre, donc c'est-à-dire tester votre proposition de valeur. Proposition de valeur, c'est un concept qu'on a vu aussi dans les ateliers précédents, donc finalement, c'est un petit peu votre promesse. Et effectivement, ensuite, après, accroître la notoriété et vendre. Donc, quand vous avez fait une campagne marketing, normalement, quand vous êtes décideur, vous avez 2 objectifs. Le premier, c'est est-ce que vous êtes là pour faire de la notoriété? Donc, c'est plus un travail sur le long terme où vous allez construire une histoire autour de votre marque. Donc, pas forcément avec un objectif de court terme de vendre. Ou est-ce que là, vous êtes pour faire de la performance? Donc, là, on est plus dans le court terme. Si vous êtes une start-up, vous avez probablement peu le luxe de travailler sur votre notoriété, même si ça se discute. Donc, on va voir comment ces 2 grands objectifs se déclinent maintenant concrètement en tant que start-upper. Donc, juste aussi une intro. On a quand même un petit peu changé de monde, de paradigme. C'est-à-dire que hier, la communication et la distribution étaient des territoires séparés. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous voyez une publicité dans la rue ou à la télévision, le temps que vous soyez convaincu, vous fassiez le pas, vous allez dans un magasin, il pouvait se passer du temps. Donc c'était vraiment 2 expériences complètement différentes. Aujourd'hui, avec Internet, la chance qu'on a, c'est que finalement, le réseau de communication et de distribution, ils sont sur un même canal qui est Internet. Donc c'est-à-dire que vous pouvez à la fois communiquer sur Internet et vendre. Et donc c'est ce qu'on appelle une expérience client sans couture. Donc ça, c'est quand même un changement de paradigme important, où en fait, le réseau est devenu le support. Donc c'est plus ça dont on va parler. On va parler plus du marketing sur Internet, donc orienté d'ailleurs plutôt software. Donc si vous avez une solution software, beaucoup de choses vont vous parler. Donc c'est un peu ça le paradigme à avoir en tête sur le changement qui s'est opéré ces dernières années. Donc le but du jeu, quand vous êtes un marketeur, c'est d'attirer le client au bon endroit. Donc normalement sur votre site Internet. J'ose imaginer que vous avez tous une page web dans votre projet à minima, ou un site web un peu construit. Donc c'est ça le but du jeu, c'est de les attirer à cet endroit. Alors pas de les piéger, comme l'image le suggère, mais en tout cas de les attirer à cet endroit. Et c'est à partir de là, en fait, où votre stratégie va se déployer pour soit les convertir en utilisateurs, soit les convertir en acheteurs. Donc, le nerf de la guerre, c'est avoir l'attention des utilisateurs ou de vos clients. Donc, il y a cette phrase qui dit que quand l'information est peu chère, l'attention devient très chère. Et ça, vous le vivez tous, nous le vivons tous. Aujourd'hui, on est surinformés. Donc, ce qui est très difficile pour les marques, c'est d'avoir notre attention. Et donc, vous aussi, quand vous allez lancer, si vous l'avez déjà fait, lancer votre produit, votre service, le plus compliqué, c'est d'avoir l'attention de vos potentielles cibles. Donc, déjà, ça, c'est la première chose à avoir en tête, c'est comment est-ce que vous allez attirer l'attention de vos futurs clients. Et donc, c'est ce dont à quoi on va essayer de répondre. Donc, le but du jeu, c'est 2 notions ici, c'est d'attirer des prospects pour les transformer en clients. Donc, un prospect, c'est une personne qui est potentiellement intéressée, dont on a les coordonnées, on espère, et les transformer en clients. C'est ça le but du jeu quand on fait du marketing, passer d'un lead, prospect, à un client. Donc, pour ça, il y a quelqu'un en 2007 qui s'appelle Dave McClure qui a pas inventé, mais qui a formulé un framework qui s'appelle ART. Par levée de main, combien de personnes connaissent ce que c'est que ART? Personne? Bon. Ok, donc je vais expliquer ce que c'est. Alors, ART, vous allez voir, c'est très simple. C'est une façon de comprendre les étapes, en fait,
que parcourt un utilisateur entre la première fois qu'il vous connaît et le moment où il l'achète sur votre plateforme. Donc ça, je vous invite à aller regarder la vidéo éventuellement. Ça dure 7-8 minutes. C'est un petit morceau d'histoire parce que c'est la première fois où ce monsieur a posé ces bases-là. Et maintenant, c'est utilisé vraiment par toutes les personnes qui font du marketing sur Internet. C'est vraiment la base de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Le concept art, en fait, c'est 5 étapes par lesquelles passent vos utilisateurs. Première étape, disons que vous avez un site web. Première étape, c'est acquérir l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire, en fait, que l'utilisateur s'inscrive sur votre plateforme, sur votre site web, sur votre application. Deuxième étape, le but du jeu, c'est de l'activer. Donc, c'est-à-dire, l'activer, ça veut dire qu'il engage, il fait quelque chose de concret sur votre plateforme. Par exemple, il utilise une fonctionnalité de votre produit. Ensuite, là où c'est bien plus difficile, c'est la rétention. C'est est-ce que votre utilisateur revient une fois qu'il s'est inscrit, qu'il a utilisé certaines fonctionnalités, est-ce que le lendemain, 2 jours après, une semaine après, 1 mois plus tard, il revient sur votre outil. À ce moment-là, vous allez également pouvoir mesurer ce qu'on appelle le taux de rétention. Donc ça, vous allez d'abord, c'est vraiment le nerf de la guerre. Le referral et le revenu, alors ces deux-là peuvent s'intervertir. Certains le mettent, le referral, le parrainage tout en bas, d'autres le revenu. Donc ça consiste en quoi? Le referral, en fait, finalement, c'est le parrainage. Donc est-ce que des personnes qui utilisent votre outil, votre plateforme, votre service, recommandent en fait votre produit? Et revenu, c'est est-ce que certaines personnes dépensent de l'argent sur votre produit? Donc c'est un entonnoir, tout simplement, ce qu'on appelle un funnel de vente. Donc on va de l'engagement le plus froid jusqu'à l'engagement le plus chaud, qui est l'argent. Donc si on prend un exemple, on va prendre Facebook par exemple. Donc ça, Facebook, ça parle à tout le monde. Donc je vous disais, voilà, il y a différentes étapes. Facebook, les étapes, elles sont assez simples. L'acquisition, pour Facebook, un utilisateur qui est acquis, c'est quelqu'un qui s'inscrit, tout simplement. Donc, vous avez entendu parler de Facebook, vous inscrivez. Ensuite, on considère qu'un utilisateur est actif, par exemple, sur Facebook, lorsqu'il fait son premier like ou son premier commentaire sur un post. Donc là, Facebook va considérer que l'utilisateur est engagé, il est actif. S'il revient, le lendemain, quelques jours plus tard, on va dire que l'utilisateur est dans un système de rétention. C'est-à-dire et donc ça, Facebook va mettre en place des processus pour réengager l'utilisateur grâce à des notifications, grâce à Messenger par exemple. Donc ce qui nous permet à tous en fait de revenir sur la plateforme et de nous engager encore plus. Le referral, ça va être par exemple lorsqu'on va recommander, alors maintenant ça ne se fait plus parce que tout le monde est inscrit sur Facebook, mais à l'époque on recommandait par mail à nos amis de s'inscrire sur Facebook. Donc lorsqu'on fait cette action, on est dans un système de parrainage en fait, et là aussi on va pouvoir mesurer ça. Enfin, le revenu, alors c'est un peu différent parce que l'utilisateur final que nous sommes ne sommes pas forcément les personnes qui dépensent de l'argent sur Facebook, mais donc là le revenu, ça va plutôt être mesuré par les annonceurs, donc par les marques qui vont dépenser de l'argent sur la plateforme. Donc voilà, j'espère que c'est clair, c'est 5 étapes très progressives, où encore une fois, on va d'un engagement assez faible jusqu'au plus fort. Et vous, quand vous êtes une entreprise, une start-up, ce que vous avez besoin, c'est gagner de l'argent pour continuer à développer votre service, votre produit. Et donc, c'est bien ça le nerf de la guerre. Alors, donc je vous disais, dans ce qu'on a vu, les étapes, ce qui est le plus important quand vous avez un produit, c'est la rétention. Donc la rétention, c'est votre capacité à garder vos utilisateurs et à les faire revenir. Pourquoi? Parce que vous pouvez déployer beaucoup de communication, beaucoup de marketing, dépenser beaucoup d'argent à attirer de nouvelles personnes. Si vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'êtes pas capable de les garder, c'est comme un entonnoir qui est percé. Donc, l'idée, c'est justement, avant d'engager beaucoup de frais, beaucoup de dépenses dans votre marketing, c'est de vous assurer que votre taux de rétention est satisfaisant. Alors, il n'y a pas de taux de rétention, on va dire, type sur le marché. C'est à vous, en fait, de vous donner un pourcentage par rapport à l'utilisation de votre produit. Donc, assurez-vous juste, avant d'engager des dépenses, je ne sais pas, par exemple, publicitaires ou de communication importante, d'avoir un taux de rétention satisfaisant. Vous avez peut-être entendu parler du terme growth hacking par levée de main. Qui a déjà entendu ce terme?
Ok, 2 personnes, 3 personnes. Donc ça, c'est un terme qui a été introduit en 2010 par quelqu'un qui s'appelle Sean Ellis, qui était un directeur marketing de Dropbox. Et en fait, c'est le terme qu'il a utilisé pour décrire en fait, le job de quelqu'un qui cherchait sur un job description, donc une candidature. Et en fait, ce terme est resté et a été repris par un blogueur connu de la Silicon Valley qui s'appelle Andrew Chen, où en 2012, en fait, voilà, ça a vraiment posé les bases, où ils se sont dit, en fait, finalement, pour gérer la croissance et la communication d'une start-up, c'était le profil type qui était recherché. Alors, en quoi consiste un growth hacker? Quelle est la différence avec quelqu'un qui fait du marketing? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, un growth hacker, c'est quelqu'un qui est en charge du marketing dans une start-up, en général. Alors, à un stade qui, normalement, est déjà un petit peu avancé, c'est-à-dire c'est une start-up qui a déjà ses premiers utilisateurs, qui a déjà validé un minimum son modèle. Et donc, c'est à la croisée des chemins entre des fonctions de marketing, des fonctions de programmation et des fonctions de ce qu'on appelle produit. Donc, il y a quelques ingénieurs dans la salle, ça tombe bien. C'est une force, en fait, de savoir coder parce que vous allez être capable de mettre en place des procédés un peu plus sophistiqués que quelqu'un qui ne sait pas toucher au code. Donc, vous allez voir qu'il y a certaines astuces, certains procédés qui sont utilisés en growth hacking qui vous permettent de toucher une large cible. Donc, on va illustrer par certains exemples. Donc, c'est de moins en moins vrai parce que de plus en plus d'outils permettent d'être autonome sans savoir coder, mais savoir coder est quand même une force pour faire du marketing, notamment dans la partie automatisation en fait. Donc, ce que je disais, c'est que le rôle du growth hacker, en fait, il arrive dans la startup. Donc sa casquette, voilà, c'est je suis vraiment responsable de la croissance. Je vais mettre en place une série d'expérimentations pour trouver de nouveaux utilisateurs, les conserver. Et ça, c'est un processus normalement qui arrive quand on a déjà amorcé en fait son début de croissance. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un qui met en place des tactiques pour accélérer quelque chose qui n'a pas encore démarré. Donc c'est normalement quelqu'un qui arrive au moment de la start-up quand la machine est déjà bien lancée. Parce qu'au début, quand vous êtes une start-up, vous devez d'abord trouver ce qu'on appelle le product market fit. Donc product market fit, c'est une notion qu'on approfondira au prochain atelier, normalement. Mais ça veut dire quoi? C'est en fait c'est la rencontre entre votre cible et votre produit. Donc c'est-à-dire que vous avez déjà identifié une cible de la population qui adhère et qui a compris ce que vous faites et qui adopte votre produit ou votre service. Et donc, on dit que, donc il y a beaucoup de littérature sur les startups qui dit qu'il y a 2 phases quand on est une startup. Il y a ce qu'on appelle le pré-product market fit et le post-product market fit, donc après le market fit. Donc, c'est-à-dire que normalement, quand vous optimisez, quand vous accélérez votre croissance, quand vous faites du marketing, vous êtes déjà dans la partie, donc je viens de le dire, optimisation. Et donc, vous optimisez quelque chose qui fonctionne déjà normalement. Donc, tant que vous n'avez pas rencontré votre cible, vous n'avez pas un produit qui fonctionne, ça ne sert à rien d'automatiser et d'optimiser. Vous pouvez continuer à faire des choses à la mano pour bricoler et trouver ce qui va fonctionner pour par la suite éventuellement l'optimiser. Donc, il y a un article aussi qui explique un peu plus ça en détail, mais on en parlera peut-être au prochain atelier. Donc, en fait, le grand écart que vous devez faire quand vous êtes entrepreneur, qui n'est pas évident au début, c'est justement d'équilibrer en fait vos initiatives qui sont optimisées et les choses que vous continuez de faire à la mano. Donc, c'est le fameux Do Things that Don't Scale que nous avons aussi évoqué au moment où on a parlé de tout ce qui est prototypage. Donc, en fait, en quoi ça consiste? Ça consiste simplement en fait, à aller chercher vos utilisateurs grossièrement à la mano, quoi. C'est-à-dire vraiment toutes les personnes autour de vous, sur les forums, à la main, etc. Donc, le marketing, normalement, c'est quelque chose, on est plus dans la stratégie, on est dans quelque chose où on va planifier et on planifie des choses qu'on peut a priori optimiser. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous êtes déjà en post ou en pré-market fit pour savoir si vous allez automatiser ou faire un maximum de choses à la main? Donc, pour résumer, le growth hacking, c'est quoi? C'est des expérimentations que vous allez faire pour accélérer votre croissance. Donc,
on l'avait évoqué aussi au tout premier atelier, quand vous êtes entrepreneur, en fait, vous êtes un chercheur. Vous êtes un chercheur parce que vous devez faire des expériences, des expérimentations pour comprendre qui est votre cible, quelle est la promesse de votre produit qui fonctionne bien auprès de cette cible, quel est votre marché, etc. Donc il y a plein de choses que vous êtes vraiment dans une phase exploratoire. Donc là, en fait, vous allez continuer un petit peu à explorer, mais en faisant des essais pour communiquer, faire votre marketing. Donc c'est cette discipline-là qui a résonné dans le growth hacking, mais en fait, quelle est la différence? Alors vous allez me dire avec du marketing, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que vous vous souvenez du funnel que je vous ai présenté tout à l'heure, de Dave McClure, le R, et bien en fait, le marketing, lui, il va s'occuper du tout début de la chaîne, donc c'est-à-dire de faire connaître votre produit auprès d'une population et d'essayer de la transformer, de l'attirer dans votre funnel de transformation. Ensuite, le growth hacker, il va en plus de ça s'occuper de penser aussi votre produit pour activer vos utilisateurs, les garder, mettre tout en place un certain nombre de tactiques pour les faire revenir et pour qu'ils parrainent en fait votre produit et ils en parlent autour de vous. Donc c'est ça un petit peu les différences. Le marketing va vraiment se concentrer pur sur le début de la chaîne qui est faire connaître en fait votre produit et le growth hacker va aller un petit peu plus loin, il va avoir une expertise un peu plus sur le produit et il va être capable de comprendre comment votre produit fonctionne et tous les systèmes. Alors là, on va aussi toucher à de la sociologie et à de la psychologie pour faire en sorte que votre produit résonne avec vos utilisateurs et qu'ils aient envie de revenir. Donc ça, pour vous donner un peu de recul, c'est un petit peu la différence entre les deux. Nous, on va s'intéresser à toute la chaîne et on va se rendre compte qu'en fait, quand on s'attaque à la croissance, il y a 3 axes principaux. Premier axe, c'est aller chercher des utilisateurs sur le dos des autres, entre guillemets, c'est-à-dire sur d'autres plateformes, c'est-à-dire dans d'autres communautés. Deuxième possibilité, c'est d'accélérer sa croissance en modifiant votre produit. Si vous mettez en place certaines choses dans votre produit, vous allez potentiellement changer le comportement de certains utilisateurs et rendre votre produit soit plus compréhensible, soit plus addictif, entre guillemets. Et troisième possibilité, vous allez pouvoir croître à travers vos utilisateurs. C'est-à-dire que vos utilisateurs vont devenir les parrains de votre produit. Donc on va prendre des exemples. Je vais vous montrer pour chacune de ces 3 étapes comment ça peut fonctionner. Donc première chose, attirer des utilisateurs sur le dos des autres. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment très classique. Forcément, vos utilisateurs, en fait, ils sont fédérés quelque part. C'est-à-dire qu'il n'y a personne sur Terre qui n'appartient pas à une communauté. Forcément, vos utilisateurs sont rattachés d'une façon ou d'une autre à un réseau. Donc on va prendre par exemple 2 exemples, YouTube et Airbnb, comment ils sont allés chercher des utilisateurs sur d'autres plateformes. Donc en fait, YouTube s'est servi de MySpace. Alors MySpace, ça remonte, mais pour ceux qui s'en souviennent, c'était un réseau social de musique où des musiciens pouvaient héberger, enfin partager leur musique, leur contenu créatif. Et en fait, il y avait un problème sur MySpace, c'est que c'était très difficile, il faut se remettre à l'époque, d'héberger ces vidéos ou ces musiques. Il n'y avait pas de système où on pouvait, en fait, on était obligé de mettre un lien, on cliquait dessus, ça nous renvoyait sur une plateforme de vidéo, mais ce n'était pas natif, ce n'était pas inclus, embed dans la plateforme. Et en fait, YouTube a été malin, ils ont trouvé la technologie pour qu'on puisse lire la vidéo directement dans la page de MySpace. Et donc, donc certains utilisateurs ont pris ça en main, et en fait, le YouTube a grossi de façon très importante grâce en fait à la communauté de MySpace qui s'est approprié cette fonctionnalité de YouTube et l'a installée et chacun l'a installée sur son profil pour pouvoir mettre ses vidéos et que les visiteurs de la page MySpace puissent lire directement la musique sur la page où il se trouve. Donc ça, c'était une façon habile de MySpace d'aller chercher des utilisateurs qu'il n'avait pas sur sa plateforme et en squattant en fait les utilisateurs de MySpace. Airbnb aussi, ils ont été malins. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont servis de Craigslist. Alors Craigslist, vous ne connaissez peut-être pas, c'est l'équivalent du Bon Coin aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord en tout cas. Et en fait, au tout début, problématique normale, difficulté d'avoir des utilisateurs, etc.
Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont un petit peu hacké en fait, le site de Craigslist, où en fait, quand quelqu'un publiait une annonce sur Airbnb, il recevait quelques heures après un mail en leur proposant, en cliquant sur un bouton, de publier l'annonce d'Airbnb sur Craigslist. Donc c'est un petit peu comme si vous publiez votre annonce sur Le Bon Coin. Et donc s'il y en a qui ont déjà vendu des choses sur Le Bon Coin, vous savez que c'est une audience assez folle. Donc en fait, ça, considérablement, ça permettait en fait, la promesse, c'est voilà, il disait à vos utilisateurs, vous cliquez sur ce bouton et votre annonce aura plus de chances d'être vue et vous pourrez bénéficier de plus de réservations, etc. Et en fait, ils ont fait connaître, grâce à ça, Airbnb à de très nombreux utilisateurs de Craigslist. Donc c'était une façon un petit peu maligne de servir d'une autre plateforme. Alors évidemment, au bout d'un moment, Craigslist s'en est rendu compte et ils ont fermé leur site au call API pour ceux que ça parle d'Airbnb. Et donc du coup, ils étaient ensuite coincés. Mais ils ont quand même eu le temps de profiter de l'audience de Craigslist. Donc voici ces deux exemples concrets où en fait, des plateformes qu'on connaît tous aujourd'hui se sont servis de l'audience d'autres plateformes pour faire monter à bord un certain nombre d'utilisateurs. Donc ça, c'est un procédé que vous allez pouvoir aussi appliquer. Et en fait, la question à se poser, c'est mais où sont mes utilisateurs? Forcément, mes utilisateurs, ils squattent quelque part. Donc en fait, Internet, c'est un petit peu comme des restaurants, comme des bars. Il y a forcément des endroits où vos utilisateurs traînent. Et le tout, c'est de savoir dans quel site, quelle plateforme, quel forum ils sont. Ça peut être aussi des choses qui ne sont pas en ligne, comme des associations, des événements. Mais voilà, il y a, selon les communautés, par exemple, si vous êtes plutôt tech, vous connaissez peut-être des plateformes, des réseaux comme Indie Hackers, Hacker News, Product Hunt, Reddit. Forcément, ça, c'est des plateformes à très grosse audience sur lesquelles, en fait, vous allez pouvoir être visible et faire monter à bord un certain nombre d'utilisateurs. Donc le jeu, en fait, quand vous êtes entrepreneur, c'est de vraiment vous dire « Ok, ma communauté, je l'ai bien ciblée normalement, maintenant je vois à peu près quelle est ma cible, ou si je ne la vois pas, je vais aller la tester, et je vais essayer de voir où en fait elle se trouve, où il y a une forte audience, et je vais essayer de créer un pont entre la plateforme que je vise et mon outil, mon produit ou mon service. » Donc voilà, aujourd'hui, il y a même des réseaux sociaux qui montent, comme TikTok ou Instagram qui s'est installé définitivement. C'est là où aujourd'hui les gens sont très actifs et vous avez peut-être une chance, si c'est pertinent pour vous, évidemment. Si vous êtes dans l'aéronautique, ça n'a pas forcément de sens d'aller chercher des gens sur TikTok ou sur Instagram, mais à vous de voir où, par exemple, traîne la communauté des gens qui sont passionnés d'aéronautique et de trouver un moyen de les faire monter à bord pour les attirer. Je vous disais, l'attention, c'est vraiment la clé. Comment vous allez attraper leur attention pour les faire venir à bord de votre produit ou votre service. Donc ça, c'est une façon de faire. C'est de profiter de l'audience de certaines plateformes qui ont déjà fait cet effort de grossir la leur. Deuxième exemple, c'est et là on va plus toucher à la tech et aux produits donc, de votre solution, c'est de modifier certaines fonctionnalités ou par exemple l'onboarding, donc l'inscription, ça va être de modifier par exemple votre page d'accueil, etc. Vous allez pouvoir avoir un impact en fait sur votre conversion, sur le nombre d'inscrits, sur le nombre de personnes qui restent, donc je vous parlais de la rétention tout à l'heure, aussi en modifiant certaines choses, certaines fonctionnalités dans votre produit. Donc ça c'est un exemple de Twitter qui en fait s'est donné comme objectif de faire un maximum de tests chaque semaine en marketing et en fait donc en modifiant leurs produits et ils se sont rendus compte que en faisant 10 tests par semaine, ils ont été capables d'augmenter leur performance en termes d'utilisateurs. Donc il n'y a pas forcément de corrélation certaine. Ce n'est pas parce que vous modifiez dans tous les sens votre produit que les utilisateurs vont augmenter. Ça peut justement au contraire créer de la confusion. Mais en testant un maximum, vous allez aussi vous donner la chance d'avoir certaines surprises qui vont bénéficier. Tu voulais dire un truc ? Les tests, c'est des updates Oui, en fait, c'est-à-dire que tu vas modifier par exemple la page d'accueil, tu vas modifier ton parcours d'inscription. Par exemple, le parcours d'inscription Twitter a été connu pour être très très complexe, ils ont essayé de le simplifier. C'est des choses, tu changes vraiment le corps de ton produit.
Donc c'est des modifications effectivement qui touchent au produit et qui passent en prod, si on peut dire, qui sont live. Donc c'est une façon de faire. Alors le danger de ça, c'est de perdre les utilisateurs aussi. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à bien isoler les tests. Moi je ne serais pas d'avis au début. C'est important de faire des tests, des changements radicaux. Si c'est juste pour changer la couleur d'un bouton, c'est pas très intéressant. C'est pas là où vous allez avoir des grands écarts. Mais changer radicalement votre page d'accueil d'une page d'accueil qui fait en scroll 4-5 pages à une page d'accueil qui fait une page et vous testez laquelle fonctionne le mieux, ça peut être intéressant par exemple. Donc faites des tests. Mon conseil c'est de les isoler parce que sinon vous allez plus savoir ce qui fonctionne, grâce à quoi vous avez des résultats positifs. Est-ce que c'était grâce au changement de ma page d'accueil? Est-ce que c'était grâce à je sais pas, mon parcours d'inscription qui a été modifié ou à une nouvelle fonctionnalité que j'ai mise? C'est bien important d'isoler. Vous êtes encore une fois, vous êtes un chercheur, vous faites des expérimentations et tout chercheur, pour ceux qui ont fait de la recherche, doit bien isoler ses recherches et ses expérimentations. Donc ça c'est un exemple de Twitter. Vous avez pour ça des outils qui font de ce qu'on appelle du A/B testing. Donc A/B testing, il y a peut-être des personnes qui sont familières avec le concept. Donc ça veut dire quoi? Simplement, ça veut dire qu'on teste une page A, une page B. On peut même tester une page C, une page D, peu importe. Il y a des logiciels qui permettent de tester plusieurs combinaisons. Mais en fait, l'idée, c'est quoi derrière? Donc là, c'est un exemple de Basecamp, qui est une plateforme de collaboration en ligne. Ils ont, par exemple, documenté et testé, justement, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Ils ont testé une page qui est très courte, avec juste le visage de la personne, une photo du produit, et puis un bouton d'inscription, et une autre page avec beaucoup plus de détails, des chiffres, le détail sur les fonctionnalités, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte, alors ça ne s'aplique pas partout, c'est pas parce que eux ça a fonctionné, ça se trouve sur votre marché. Encore une fois, je reprends l'exemple de l'aéronautique. Si vous avez peut-être, si vous vendez une solution très complexe, peut-être que votre audience a besoin d'avoir le détail, mais là, visiblement, la cible de Basecamp a converti 102%, a fait 102% de performance sur la page courte. Donc là, c'est radical. Donc ils ont pu tester ça et du coup, derrière, l'adopter évidemment. Donc, vous voyez, en modifiant aussi votre produit, vous êtes capable, finalement, d'améliorer vos taux de conversion. Donc là, on est sur l'acquisition d'utilisateurs. Et donc là, vous avez un meilleur taux de transformation de votre acquisition. Ouais. Mais l'A/B testing, c'est pas quelque chose à faire à partir du moment où on a une belle population quand même? Alors effectivement, il faut du volume. Parce que faire de l'A/B testing, si vous avez 15 visiteurs, ça n'a pas énormément de sens, parce que ce n'est pas données statistiques. Mais encore une fois, voilà, ayez une approche vraiment de chercheur rigoureux, comme vous ne ferez jamais un questionnaire quantitatif sur 25 personnes. De la même façon, ça ne sert à rien de tester une landing page effectivement sur une population, une échelle trop basse. Donc il faut quand même du trafic, il faut du volume. Mais effectivement, là, dans les exemples qui sont cités, on parle quand même de startups qui ont croît de façon importante et qui sont justement post-market fit et qui ont du volume et qui ont du trafic sur leur site internet. Mais effectivement, c'est une bonne remarque. Vous avez des outils pour ça, comme Optimizely, que je vous recommande, qui a une version gratuite de mémoire, et qui vous permet, en fait, sans savoir coder, si vous avez un site web, de modifier certains éléments en drag and drop, sans code, et de modifier la présentation de page de votre site web. Et donc là, pareil, vous avez la possibilité de dire à Optimizely, OK, pour 50% de mes visiteurs, tu affiches cette page-là, pour 50% autres des visiteurs, tu affiches cette autre page-là, et on voit comme ça les meilleurs taux de conversion sur les deux pages. Évidemment, il faut derrière mesurer, donc vous avez des outils pour ça, des Google Analytics. Vous avez des Mixpanel, alors là c'est plus sophistiqué, Mixpanel, il faut vraiment avoir déjà quand même un certain volume de trafic, ne serait-ce que parce que c'est payant. Et vous avez des outils comme Hotjar qui sont assez intéressants, où en plus d'avoir des analytics, vous allez aussi avoir des vidéos en fait. Hotjar vous donne la possibilité de filmer en fait les gens qui sont sur votre site. Donc de façon anonyme évidemment, mais vous allez voir comme ça, vous rendre compte comment les gens se comportent en fait sur votre plateforme. Et c'est très intéressant de voir s'ils sont perdus, où ils cliquent, etc. Donc ça c'est vraiment, je vous le conseille, ça permet de se rendre compte de certaines choses. Vous pouvez aller encore plus loin en donnant votre ordinateur
et votre site web à quelqu'un, un ami ou quelqu'un qui est dans votre cible, et vous mettre à côté de lui pour voir comment il explore et écouter ses commentaires. Si vous avez le luxe de faire ça, c'est encore mieux. Mais dans une approche, on va dire, un peu plus de volume, vous pouvez utiliser Hotjar, où là, vous pouvez enregistrer tous les visiteurs qui viennent sur votre site. Vous pouvez également vous inspirer d'un site qui a fait un travail où il a référencé en fait un maximum d'expériences utilisateurs de plein de sites que vous connaissez. Donc ce qu'on appelle le onboarding, donc c'est la partie inscription. Donc voilà, parfois quand on commence, on ne sait pas trop où aller chercher, dans quelle ordre le faire. Là, vous pouvez utiliser donc User Onboard, qui vous permet de voir voilà, comment Dropbox, Facebook, Twitter, Airbnb ou d'autres services en fait, gèrent en fait l'onboarding d'utilisateurs. Troisième façon de croître, c'est de faire vos utilisateurs les ambassadeurs de votre produit ou votre solution. Donc ça, c'est évidemment très très efficace. C'est vraiment finalement le bouche à oreille version URL en fait, version internet. C'est-à-dire qu'on a tous déjà reçu des coupons, des recommandations pour utiliser certains produits. Dropbox a été un des premiers à faire ça, de façon très puissante. Je m'en souviens, j'étais au pôle justement vers 2012. Ils avaient fait un système, alors je ne pense pas que ce soit encore le cas, mais ils avaient un système, en fait, pour chaque personne parrainée, ils offraient un espace de stockage supplémentaire. Donc en plus de bénéficier de quelque chose, il y avait un petit peu un jeu où chacun essayait d'avoir le plus grand espace de stockage gratuit grâce au parrainage. Et donc là, il y a vraiment une récompense pour l'utilisateur parce qu'il bénéficie du fait qu'on communique le produit. Et en même temps, pour Dropbox, le bénéfice il est évident. Il n'y a rien de plus puissant qu'une recommandation d'un ami à un autre pour s'inscrire sur la plateforme. Donc ça a vraiment fait exploser Dropbox, ce système de parrainage. Et donc, il y avait un autre exemple qui était super intéressant, qui était vraiment les prémices d'Internet, où Hotmail, qui peut sonner ringard aujourd'hui, a été très très fort à la fin des années 90, parce qu'ils ont fait un petit hack qui était tout bête, qui était de mettre en bas de chaque email qui était envoyé un PS I love you, I use Hotmail pour gérer mes mails. Et donc ça, en fait, c'était par défaut en bas de chaque mail qui était envoyé. Un peu comme iPhone fait avec Apple, où on voit envoyer de mon iPhone, etc. Donc ça, en fait, c'est de la communication, mais gratuite. Sachant que les personnes qui vont aller s'amuser à modifier le petit texte en bas est très très réduit. Donc en fait, là vous voyez la courbe, c'est assez impressionnant. Donc, Hotmail s'est lancé en juillet 96, si je dis pas de bêtises. Et en janvier 97, ils ont mis en place ce petit PS I love you, plutôt que de dépenser des centaines de milliers de dollars dans des affiches publicitaires dans la rue, etc., qui auraient été inefficaces parce que qui est-ce qui va se souvenir de je suis dans la rue, ah oui, il faut que je m'inscrive sur Hotmail, je rentre chez moi, etc., il faut que je tape ça dans mon navigateur. Donc là, directement, chaque personne qui recevait un email d'un utilisateur Hotmail avait le lien et pouvait s'inscrire. Et là, on voit que ça leur a permis de croître de façon très très importante, puisqu'ils sont arrivés même jusqu'à 12 millions d'utilisateurs sur une population sur Internet qui en comptait 70 millions. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une personne sur 7 qui avait Hotmail à l'époque. Après, ils se sont fait racheter par Microsoft. Mais voilà, tout ça grâce à une petite astuce où ils avaient, dans leurs produits, pensé à la viralité en fait, de leur solution. Donc ça, c'était une astuce qui est très très populaire, qui a fait école. Donc voilà, et en fait, la question à se poser, c'est se dire, est-ce que mon produit, en fait, est pensé pour ça? Alors Airbnb aussi, Uber, en fait, finalement, tous les services que vous utilisez ont mis en place ce genre de mécanisme également. C'est-à-dire que si vous recommandez, si quelqu'un s'inscrit sur Airbnb grâce à vous, vous touchez une somme pour le parrainage. Sur Uber, il y a eu la même chose. Donc les plateformes ont vraiment adopté ça pour en fait croître grâce à leurs utilisateurs et faire de leurs utilisateurs des ambassadeurs. Ouais, tu as une autre question? Il y a aussi le même exemple avec OnePlus au départ, où on devait partager pour... Ah oui, dans la file d'attente. Oui. Effectivement, OnePlus qui est téléphone, c'est ça qui sont lancés, qui a utilisé un système de parrainage également assez malin. Donc voilà, la question c'est, demandez-vous si votre produit, est-ce que vous avez pensé à faire en sorte que votre produit soit également viral, naturellement,
Donc voilà, la question c'est de se dire, est-ce que finalement votre produit, il est nativement pensé pour être viral? Donc ça, c'est une façon active de vos utilisateurs de vous recommander. Il y a une autre façon, on va dire un peu plus passive, c'est en fait de bénéficier de ce qu'on appelle le retargeting. Donc le retargeting, vous êtes peut-être tous familiers avec ce terme, c'est en fait je visite une page et je reçois une publicité similaire à cela pendant tout au long de ma navigation. Donc là, pareil, on se sert en fait des utilisateurs pour continuer à croître et à exposer son produit. Donc ça, par exemple, il y a Facebook qui est assez fort pour ça. Ils sont capables de générer des audiences qu'on appelle lookalike. C'est-à-dire que quand vous faites une publicité sur Facebook, vous avez deux possibilités. Soit déterminer en fait l'audience que vous voulez. Vous avez trois possibilités même. Déterminer l'audience que vous voulez en choisissant des centres d'intérêt. Vous pouvez importer votre fichier CSV, donc votre Excel par exemple, avec les utilisateurs que vous souhaitez cibler. Et vous avez une troisième possibilité, c'est celle qui nous intéresse là, c'est que vous avez la possibilité de dire « Ok, je t'importe cette base d'utilisateurs, maintenant trouve-moi dans Facebook les gens qui lui ressemblent et expose-leur ma publicité. » Donc ça, c'est une autre façon de se servir des gens que vous avez en base pour faire connaître votre solution. Une fois qu'on a dit ça, donc vous avez mis en place un certain nombre de stratégies. Donc vous avez peut-être fait des choses gratuites en utilisant votre produit. Vous avez peut-être mis aussi en place un certain nombre de dispositifs payants qu'on va aussi creuser un petit peu après. Quand vous faites ça, il y a une question à avoir en tête, c'est est-ce que votre coût d'acquisition est supérieur ou inférieur à ce que va vous rapporter vos clients? Parce que, donc ça c'est une notion que l'on appelle le CAC et la lifetime value. Donc ça paraît un petit peu ésotérique comme ça, mais c'est très simple, c'est est-ce que les ressources, l'argent que je dépense pour recruter de nouveaux utilisateurs sont bien inférieurs à ce qu'ils me rapportent? Parce que si vous dépensez énormément d'énergie et d'argent à promouvoir votre produit et que ça vous rapporte quelques euros ou quelques utilisateurs à la marge, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire que vos investissements vont coûter beaucoup trop cher par rapport à ce qu'ils vous rapportent. Donc ça paraît simple, ça paraît basique, mais vous allez voir que si vous n'avez pas ça en tête, ça va être difficile de maîtriser vos coûts et d'avoir toujours en tête que voilà, un utilisateur, combien en moyenne il me coûte à recruter. Et donc là, vous pouvez faire des moyennes avec le Customer Acquisition Cost et combien l'utilisateur en moyenne me rapporte. Donc quand vous faites la différence entre les deux, si la différence est positive, vous allez trouver une façon viable en fait, de faire du marketing. Si le résultat est négatif, vous avez encore des choses à améliorer pour faire en sorte que votre coût soit inférieur. Je dis par exemple, si vous dépensez, je ne sais pas, en moyenne $30 sur Google AdWords ou sur Facebook pour recruter un utilisateur et qu'en fait derrière vous vendez un produit qui a un abonnement à 3 € par mois, c'est un petit peu gênant parce que vous allez avoir du mal à rentrer dans vos coûts. Par contre, si vous vendez quelque chose de complexe qui vous rapporte un contrat par exemple de 200 € et que vous avez mis 30 € à l'acheter, là c'est très intéressant. Vous avez un cost d'acquisition qui est de $30 et une lifetime value estimée, si on prend ça sur un an par exemple, à 200 $, si on prend l'exemple. Vous voyez un petit peu le jeu, c'est d'avoir toujours ces ratios en tête pour ne pas dépenser trop d'argent par rapport à ce que ça peut vous rapporter. C'est aussi pour ça qu'il y a des levées de fonds. Évidemment, quand vous êtes une start-up, quand vous avez validé au départ un petit peu votre modèle, il se peut que vous dépensiez plus d'argent que ça vous rapporte immédiatement pour aller chercher des utilisateurs. Aujourd'hui, Uber, par exemple, n'est pas encore rentable. Airbnb est à peine au niveau de la rentabilité. Bon, parce qu'ils ont aussi des coûts de fonctionnement, ce n'est pas seulement dû à leur modèle marketing, mais ils ont aussi des coûts de fonctionnement qui sont très importants. Mais bon, vous n'êtes pas forcément encore à ce stade-là, donc essayez d'avoir une approche raisonnée en vous disant toujours est-ce que ce que je dépense est inférieur à ce que ça me rapporte. Donc il y a d'autres métriques à avoir en tête lorsqu'on fait du marketing. Donc par exemple, combien me rapporte, combien je gagne par mois grâce à mes utilisateurs, le nombre d'utilisateurs actifs, le taux de churn, donc c'est le nombre d'utilisateurs qui sont perdus. Donc
voilà, je ne vais pas aller entrer dans les détails. Il y a des liens qui détaillent les différentes métriques à surveiller. L'objectif, il est simple, c'est pas de se perdre en ayant 36 000 KPI en tête. C'est d'en utiliser un ou deux maximum. Ça peut être votre revenu, ça peut être le nombre d'utilisateurs qui s'inscrivent. Donc n'oubliez pas, l'essentiel, c'est quand même à la fin d'avoir du revenu. Et faites attention aussi à ce qu'on appelle les vanity metrics. Les vanity metrics, c'est quoi? C'est les métriques qui font plaisir à l'ego. Par exemple, vous allez faire l'erreur de prendre le nombre d'utilisateurs en cumulé sur votre site. Vous allez dire, chouette, j'ai 200 000 personnes qui sont venues sur mon site depuis que j'ai ouvert. Mais est-ce que c'est des utilisateurs actifs? Enfin, uniques, pardon. Est-ce que c'est ou alors c'est tout le temps la même personne, c'est votre maman qui est revenue 200 000 fois sur le site? Il faut vous faire plaisir. Est-ce que c'est voilà, il faut faire attention à ne pas se leurrer aussi sur les statistiques et choisir vraiment une ou deux statistiques que vous suivez de près et qui vous permettent de mesurer la réussite de votre projet. Donc ça, c'est très personnel. Chaque startup a des métriques qu'elle surveille de façon différente. Mais globalement, vous pouvez retrouver la liste ici qui sera un bon début. Je t'invite parce que tu parlais de KPI. Ouais. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un KPI? Enfin, qui ne sait pas ce que c'est un KPI? Ok, donc un KPI, excusez-moi pour le jargon, effectivement, merci. Un KPI, c'est un Key Performance Indicator. Donc c'est un acronyme pour dire ça, c'est un indicateur de performance. Donc en général, quand vous avez un projet, vous en choisissez quelques-uns, et c'est eux qui vont donner un petit peu le pouls de la réussite ou non de votre projet. Donc c'est important d'en avoir quelques-uns en tête au départ, de ne pas en avoir trop, parce que sinon on mène trop de combats à la fois, c'est compliqué. Mais voilà. Donc, si on résume, lorsque vous faites du marketing ou du growth hacking, il faut que vous ayez vraiment deux objectifs en tête. C'est, si on les résume simplement, c'est d'améliorer et de rendre plus compréhensible la proposition de valeur que vous avez. Donc la proposition de valeur, finalement, c'est la cible. Donc ça, c'est un autre jargon, je suis désolé, mais c'est quelque chose qu'on a abordé la dernière fois. Donc c'est quelle est la promesse que vous faites à vos utilisateurs. Donc cette promesse, évidemment, elle évolue avec le temps, elle s'affine, elle s'améliore au fur et à mesure où vous comprenez votre marché. Donc ça, c'est de la rendre plus compréhensible et de l'adresser à la bonne cible, donc en choisissant les bons canaux. Et c'est aussi de réduire la friction pour obtenir cette promesse-là. Et donc la friction, en fait, c'est toutes les étapes qui vont de l'inscription jusqu'aux fonctionnalités que vous avez et jusqu'au paiement. Donc ça, c'est les frictions que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez travailler lorsque vous faites du marketing et plus globalement du growth hacking où on va un peu plus loin dans le produit. Alors, donc ça, voilà, pour résumer, c'est les différentes étapes. Donc acquisition, comment je fais venir des personnes sur mon site. Activation, comment je me débrouille pour qu'elles fassent une action sur mon site. Donc je vous parlais du like, du commentaire par exemple sur Facebook. La rétention, comment je fais en sorte que les personnes reviennent. Le revenu, comment je fais en sorte que les personnes payent pour ma solution. Et comment je fais en sorte, le referral, comment je fais en sorte pour qu'elles parrainent ma solution. Donc là, évidemment, en général, on part de 100 sur 100 visiteurs. Au fur et à mesure, on en perd parce que y a des gens qui ne comprennent pas la promesse, qui ne sont pas dans la cible, qui ne s'inscrivent pas. Il y a des gens, une fois qu'ils sont inscrits, qui ne comprennent pas comment utiliser votre produit. Il y a des gens qui, une fois qu'ils ont compris comment utiliser votre produit, ne reviennent pas sur votre produit. Il y a des gens qui ont compris comment votre produit fonctionne, reviennent, mais ne payent pas. Et enfin, parmi les gens qui payent, il y a des gens qui ne vous recommandent pas. Donc, à chaque fois, normalement, vous perdez des utilisateurs, mais c'est le jeu, c'est normal. C'est le principe de l'entonnoir. Alors, on va essayer de faire court. Il nous reste 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Donc, on va se concentrer sur la partie la plus délicate, qui est l'acquisition d'utilisateurs. Donc là, vous êtes probablement au démarrage, vous dites, mais ok, c'est beau, c'est grand principe, mais comment je vais chercher mes premiers utilisateurs pour que je puisse l'attirer sur mon site, sur mon outil, mon service. Donc, par rapport aux étapes dont je vous parlais tout à l'heure, l'acquisition, elle est plus complexe parce qu'elle dépend vraiment du monde extérieur. Autant l'activation, la rétention, le referral, le revenu, je vous disais, tac, les utilisateurs, ils sont dans votre site, dans votre produit, vous les avez avec vous, et donc vous pouvez avoir un impact sur eux parce que ils sont déjà chez vous. Autant l'acquisition, ce qui est compliqué, c'est d'aller chercher des utilisateurs qui soit ne vous connaissent pas, soit n'ont pas compris ce que vous faites,
et c'est de les convaincre d'utiliser votre produit. Et donc c'est là-dessus qu'on va se concentrer sur les 10 prochaines minutes. Donc moi j'ai un framework simple où je me pose 4 questions pour aller chercher, pour trouver des utilisateurs. Donc si je prends l'exemple d'un service que j'ai lancé, par exemple du yoga à domicile, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple, donc j'ai un nouveau service de yoga à domicile. Je me dis, ok, quelle va être la potentielle cible de ce yoga à domicile? Ok, donc j'ai fait le tour, j'ai fait des questionnaires, j'ai fait des entretiens qualitatifs, j'ai bien sondé mon truc, j'ai fait des landing pages, je me rends compte que la cible, l'utilisateur type, c'est Brune, qui a 32 ans, qui habite à Paris, qui a 2 enfants. Et voilà, moi je dis ça, c'est vraiment mon utilisateur type. Elle a des enfants, elle est mariée, elle aime certains magazines que j'ai identifiés, elle consulte certains blogs que j'ai identifiés, etc. Donc j'arrive vraiment à me faire un portrait un petit peu de ma cible idéale. Ensuite, je me pose une deuxième question, je dis ok, très bien, maintenant j'ai compris qui c'est. Où est-ce que cette personne dépense son attention? Où est-ce que je vais être capable de la capter pendant qu'elle fait ce qu'elle aime dans la journée habituellement? Et là, je me dis, bon bah, pour Brune, c'est simple. Son truc, c'est Facebook, elle passe pas mal de temps sur Facebook. C'est un canal simple. Et c'est là-dessus que je vais investiguer parce que pour moi, c'est assez simple de communiquer là-dessus. Et qu'en plus, il se trouve que c'est là où elle passe pas mal de temps. Les magazines, c'est trop cher pour l'instant. Je n'ai pas les moyens de payer non plus des relations presse. Donc je vais m'attarder sur le canal Facebook. Ensuite, je me dis, ok, mais sur Facebook, comment je vais communiquer avec elle? Est-ce que je vais faire des articles? Est-ce que je vais faire une publicité? Est-ce que je vais faire des vidéos? Comment je vais faire? Là, je me dis, bon, bah, sur Facebook, là, j'ai vu que j'ai bien compris ma cible. Le format que je vais utiliser, donc la technologie que j'ai utilisée, ça va être la publicité Facebook, tout simplement, parce que j'ai déjà identifié, j'ai déjà validé que c'est bien ma cible. Donc, je suis prêt à dépenser un petit peu d'argent pour aller chercher ce type de personnes. Donc, maintenant que j'ai la cible, j'ai le canal, j'ai le format dans lequel je vais distribuer, et maintenant, je vais travailler ce qu'on appelle la proposition de valeur, donc la promesse. Donc la promesse, ça va être le visuel, le texte, etc. Et donc là, par contre, il y a des chances que je vais beaucoup passer de temps à essayer de l'améliorer, parce que forcément, il y a des choses qui vont plus ou moins marcher. Donc en se posant ces 4 questions, je peux déjà avoir des pistes pour aller chercher mes utilisateurs. Cet exercice, on peut le répéter sur plein de canaux différents. Et là, je vais vous introduire une autre notion qui est l'inbound et l'outbound marketing. Alors, pareil, qui sait ce que c'est, inbound, outbound? Ok, 2, 3 mains levées, ça marche. C'est parti, inbound, c'est simple. Inbound, c'est attirer les clients à vous. Donc, c'est des méthodes qui permettent d'attirer les clients et de vous faire connaître juste en les attirant vers vous. L'outbound, c'est le contraire, c'est on va dire plus le format classique où on va aller interrompre le client et s'introduire dans sa vie. Donc, on va prendre quelques exemples. L'outbound marketing, c'est le marketing un petit peu, on va dire, agressif que vous connaissez de tous les jours. Donc, c'est le display. Donc, le display, c'est quoi? C'est les publicités en ligne que vous voyez quand vous naviguez. Donc ça peut coûter un petit peu cher. C'est des régies publicitaires que vous devez payer. Il y a AdWords, quand vous achetez du contenu, quand des mots-clés sur Google, vous pouvez faire... là, ça demande à vraiment avoir ça peut être assez cher, donc il faut faire bien attention. Vous pouvez faire du pré-roll. Donc les pré-rolls, c'est des publicités qui se lancent avant vos vidéos. Vous pouvez faire appel à des influenceurs pour toucher une audience grâce aux leaders d'opinion. C'est finalement des techniques qui viennent interrompre un petit peu le quotidien. Donc ça s'apparente finalement à ce qu'il y a la publicité à la télévision, quoi. C'est vraiment, je regarde le film, boum, on m'interrompt, on parle de quelque chose, j'adhère pas et je passe à autre chose. La complexité avec ça, c'est que vous dérangez les gens. Parce que, comme le dit cette phrase-là, qui est aussi le credo d'une agence de communication à Paris qui s'appelle Buzzman,
En fait, quand on fait une publicité en outbound, le principe, c'est qu'on interrompt la vie des gens. Et personne n'aime être interrompu, c'est assez embêtant. Et donc, le minimum à faire quand on interrompt les gens, c'est d'être agréable et c'est de proposer quelque chose d'intéressant. Donc, forcément, si vous voulez vous démarquer, on est une génération qui a plutôt des allergies à la publicité classique. Donc, il va falloir vous démarquer en ayant des formats, des contenus assez originaux pour la partie outbound. Et c'est aussi pour ça que est né, un petit peu avec Internet, ce qu'on appelle l'inbound. Et l'inbound, c'est un peu plus subtil parce que c'est un petit peu moins agressif. On ne va pas interrompre la vie de quelqu'un, on va juste être présent sur Internet et on va le laisser finalement nous découvrir. Alors, comment on fait ça ? Alors, juste pour finir sur l'outbound, quelques termes aussi. Quand vous allez paramétrer des publicités sur Facebook, par exemple, ou sur Google Ads, vous avez ce qu'on appelle le coût par 1000, le coût par clic ou le coût par lead, par action. Donc en fait, ça c'est juste une façon de... en fait, ces plateformes comme Google ou Facebook fonctionnent comme des places de marché. Et donc, vous allez avoir des coûts pour afficher des publicités par rapport à la demande, en fait. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de personnes qui demandent un certain mot-clé pour Google, ça va vous coûter cher. S'il y a des personnes qui demandent une certaine population pour Facebook, ça va vous coûter aussi cher. Donc le plus difficile, c'est de trouver des niches. Le coût par 1000, il ne coûte pas cher, c'est-à-dire vous pouvez payer Google ou Facebook pour faire en sorte que 1000 personnes cliquent sur votre publicité. Par contre, vous êtes peu sûr du résultat, c'est-à-dire que c'est pas forcément... vous allez avoir peut-être un taux de conversion qui est assez moindre. Donc en fait, plus vous allez être par un coût par action qui est cher, plus votre retour sur investissement va être intéressant. Mais du coup, vous prenez aussi le risque de dépenser plus d'argent. Donc la différence fondamentale entre Google et Facebook, c'est quoi ? Facebook, en fait, vous cherchez le type de personnalité, le type d'hobby qu'ont les gens qui sont inscrits sur la plateforme, alors que Google, vous allez trouver des personnes qui recherchent un besoin spécifique. Donc voilà, c'est juste la différence, il faut l'avoir en tête. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que si les gens sont conscients de leurs problèmes, vous allez pouvoir communiquer avec eux sur Google parce qu'ils vont formuler leurs problèmes sur le moteur de recherche. S'ils ne sont pas forcément conscients de leurs problèmes, peut-être que Facebook est une meilleure façon d'aller à leur rencontre parce que vous allez les interrompre et vous allez dire « Hey, en fait, j'existe et j'ai quelque chose à te proposer ». Donc ça, c'est vraiment, on est toujours dans la partie outbound. Donc Facebook Ads, rapide zoom sur ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, quand vous créez une audience, quand vous créez une publicité sur Facebook, vous avez la possibilité de choisir des audiences. Et donc, ce qui est intéressant dans Facebook, c'est que vous avez deux possibilités, enfin trois par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Vous allez soit demander à Facebook de vous fabriquer une audience par rapport à des centres d'intérêt que vous allez taper. Par exemple, si vous cherchez cibler des gens qui sont passionnés par le foot, vous allez taper certains mots-clés, aller demander à Facebook de publier votre publicité pour des gens qui ont liké certaines pages. Ça sert à ça en fait. Les pages Facebook servent à Facebook pour référencer les goûts, les opinions, et pour qu'ensuite les marques puissent vous cibler après. Bon, c'est le jeu, c'est pas grave, c'est comme ça que Facebook est gratuit, mais il faut le savoir. Donc vous allez par exemple, je ne sais pas si vous ciblez des gens qui sont passionnés de foot, vous allez par exemple dire bah voilà Facebook, cible-moi les gens qui sont fans du Canal Football Club, cible-moi les gens qui sont fans de Kylian Mbappé, cible-moi les gens qui sont fans de Griezmann, etc. Et donc comme ça, ces personnes-là, quand elles vont se connecter à leur flux d'actualité, elles vont voir vos publicités. Ça, c'est une première façon de faire. Deuxième façon de faire, vous dites à Facebook, ok, moi, pas de problème, j'ai pas besoin de toi, je sais qui sont mes utilisateurs, j'ai une liste, j'ai déjà des leads, j'ai déjà des prospects, en fait, j'ai leur adresse email, j'ai leurs coordonnées. Donc, j'ai déjà fait ce travail avant, et donc je vais juste uploader dans Facebook la liste des personnes que j'aimerais cibler. Et là, en fait, Facebook va matcher les personnes que vous avez rentrées, parce qu'en fait, finalement, les gens se sont inscrits avec l'adresse mail probablement la même sur laquelle que vous avez récupéré, vous, de votre côté. Et ensuite, il va afficher à ces personnes-là la publicité que vous avez paramétrée. Donc ça, c'est les deux façons de faire. Je ne rentre pas dans le détail. Si vous avez envie d'explorer les publicités sur Facebook, il y a plein de tutoriels en ligne pour faire ça. Ouais. La seconde méthode que vous avez citée, en fait, ça revient à les acquérir deux fois. La seconde méthode, en fait, ça peut être plus subtil que ça. C'est-à-dire que, par exemple, disons, on peut travailler, par exemple,
ça, effectivement, on peut travailler sa rétention plus sur la seconde méthode. C'est-à-dire qu'on a déjà des leads où, par exemple, la personne a juste laissé son email mais n'a pas fait d'action très concrète sur notre plateforme. Et là, on va juste réapparaître dans son flux et dire « Au fait, tu t'es inscrit il y a très longtemps, je suis là, j'existe, et si tu veux passer à l'étape suivante, je t'offre 10% par exemple pour faire quelque chose, etc. » Donc ça peut être une façon de relancer en fait des utilisateurs qui sont passifs. Ça, c'est pas mal utilisé. Donc, la clé, je vous disais, si vous devez construire une audience, c'est de trouver des centres d'intérêt. Donc là, il y a un outil qui est payant, mais qui est très intéressant. Je ne suis pas payé pour vous dire ça, qui s'appelle Interest Explorer. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, selon des intérêts que vous allez lui communiquer, il va vous donner les pages où les gens sont fédérés autour de certains goûts, certaines communautés. Et du coup, ça va être des pages que vous allez pouvoir cibler ensuite dans vos opérations, vos campagnes marketing. Autre outil utile, Adespresso, quand vous allez, par exemple, commencer à industrialiser un petit peu vos campagnes sur Facebook. En fait, dès que vous avez plus de 3-4 campagnes, ça devient assez lourd de le paramétrer directement dans Facebook, surtout si vous faites ce que je vous disais tout à l'heure, du testing. Vous allez tester des images une image A, une image B, un texte A, un texte B, etc. Vous allez tenter des combinaisons pour voir ce qui marche le mieux. Ça, Adespresso, par exemple, répond à ce problème-là et vous permet de paramétrer dans un seul endroit plusieurs combinaisons et ensuite de se plugger directement dans Facebook et vous donner des tableaux avec les analytics en vous disant voilà, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, etc. Donc ça, c'est quand vous passez à déjà une étape un petit peu plus industrielle. Maintenant, on va parler de l'inbound marketing, justement. Donc je vous disais, le problème de l'outbound, c'est que vous avez un petit côté interruptif, vous allez intrusif en tout cas, vous allez arriver dans la vie des gens et les interrompre. Donc grâce à Internet, on a développé d'autres façons de faire du marketing, qui est ce qu'on appelle l'inbound. Donc l'inbound, c'est d'attirer le client à soi. Et donc comment on fait ça? Il y a plusieurs façons. Le SEO, donc vous êtes probablement tous familiers, c'est le référencement naturel en fait. Donc ça va être organiser votre page web pour qu'elle réponde au mieux aux standards de Google, par exemple, si on prend ce moteur de recherche. Mais vous pouvez faire du référencement sur tous les moteurs de recherche existants, même Bing, même si quasiment personne ne s'en sert, mais c'est peut-être une niche à apprendre, je ne sais pas. Et donc ça, vous allez travailler sur donc l'architecture de votre site web, vous allez travailler sur le contenu aussi de votre site web pour répondre au mieux aux exigences de Google. Et du coup, apparaître dans les premières positions lorsque des personnes vont taper certains mots-clés liés à votre activité. Vous avez l'autre possibilité également autour du contenu de faire ce qu'on appelle du brand content. Donc le brand content, ça va être de créer du contenu autour des thématiques de votre startup. Et donc vous allez pouvoir, par exemple, avoir un blog, une newsletter, faire des vidéos, des quiz, etc. Donc vous allez créer du contenu et en fait, vous allez prendre la parole sur les thématiques autour de votre activité et comme ça devenir visible pour potentiellement intéresser dans un deuxième temps les personnes qui consultent votre contenu. Donc c'est en deux temps. Vous allez aussi pouvoir faire ce qu'on appelle du storytelling, c'est-à-dire mettre en scène votre marque. Mais ça, peut-être que c'est un peu prématuré quand on commence, même si c'est important. Et ça se rejoint pas mal avec le brand content. Vous allez pouvoir faire aussi des partenariats. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on disait au tout début, c'est croître sur l'audience d'autres personnes. Vous allez contacter des marques ou d'autres produits et ça ne s'applique pas à tous les marchés, mais faire des partenariats et donc bénéficier en fait de l'audience de l'autre marque. Ou aussi, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du newsjacking. Donc ça va être de rebondir en fait de façon un peu maligne sur l'actualité. Donc par exemple, un événement important arrive. Donc là, l'actualité ne se prête pas trop forcément à ce genre d'exercice, parce que c'est pas forcément très viral. Enfin, vous allez avoir du mal à surfer sur ce qui vient de se passer à Notre-Dame. Mais s'il y a un fait marquant dans l'actualité, peut-être un peu plus léger, vous allez être capable de le tourner, par exemple, de façon un petit peu humoristique et en fait être relayé sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a plein de plateformes qui sont très friandes de choses, on va dire peut-être autour de l'humour notamment, et de bénéficier de cette audience-là. Donc ça, quelques exemples concrets. Vous connaissez peut-être Welcome to the Jungle. Eux, donc c'est une plateforme en fait qui met en relation des entreprises qui cherchent des candidats
et des candidats qui cherchent des entreprises, donc pour des postes, pour travailler. Et donc eux, ils sont très très forts dans justement tout ce qui est la création de contenu. Et, je crois qu'ils ont près de 80% de leur lead en fait. Donc c'est près de 700 000 candidats qui s'inscrivent chaque mois, qui viennent juste en inbound, donc par des articles consultés, par des vidéos vues, par des livres blancs éventuellement, etc. Donc c'est une stratégie de contenu qui fonctionne très très bien. Et donc eux, ils ont vraiment été capables, parce qu'ils ont aussi mis les moyens, de créer tout un écosystème de contenu pour faire parler de leur marque et faire en sorte que derrière, on ait envie d'aller creuser, que les entreprises aient envie de communiquer sur leur plateforme et que les candidats aient envie de postuler sur leur plateforme. Un autre exemple assez pertinent, c'est la startup qui s'appelle Dream, qui fait des bandeaux pour améliorer le sommeil. Eux, en fait, ils ont pris la parole autour de cette thématique du sommeil, qui était quelque chose qui n'était pas forcément énormément exploré. Donc, ils ont fait un podcast sur le sujet. Ils ont fait un questionnaire en ligne où, en fait, ils disaient, voilà, de quel type de dormeur êtes-vous ? Et en fait, avec ce petit jeu, ils ont récolté une dizaine de milliers de leads, en fait, de personnes qui étaient intéressées, parce qu'à la fin du questionnaire, on demandait aux gens, pour recevoir le résultat par email, de laisser leur email. Donc, c'était une façon de récolter pas mal de leads. Et donc, par exemple, éventuellement de les utiliser sur Facebook, derrière, pour les relancer. Donc voilà, ça, c'est une façon assez maligne de prendre la parole autour des thématiques qui sont tournées aux startups et de se faire connaître pour intéresser des potentiels clients. Vous pouvez aussi ouvrir un blog. Buffer l'a fait très bien. Buffer, c'est un outil qui permet de paramétrer, de synchroniser en temps réel plusieurs publications sur les réseaux sociaux, d'avoir des analytics, des statistiques. Ils ont un blog qui est très très suivi, qui fait qu'ils attirent beaucoup de personnes, d'experts ou d'apprentis justement dans le marketing, le digital, qui derrière en fait ont connu Buffer via leur blog et qui ensuite sont devenus des utilisateurs de leurs produits. Donc en fait, ça leur permet de créer une légitimité et d'inspirer confiance pour, dans un deuxième temps, que des personnes soient tentées d'utiliser leur outil. Un autre exemple, dans l'habillement, dans la mode, il y a des marques comme Bonne Gueule, par exemple, qui font ça très bien aussi, qui ont une très forte communauté, très réactive, qui ont su fédérer en ayant un ton un petit peu original et en ayant beaucoup de contenu. Et en fait, voilà, donc ils ont groupé une audience et dans un deuxième temps, ils proposent aussi leurs produits à la vente. Donc ils créent la confiance, la légitimité et ensuite ils vendent dans un deuxième temps. Donc quand des personnes recherchent par exemple sur Google des conseils autour, je ne sais pas s'ils veulent acheter un jean ou quoi que ce soit, potentiellement ils tombent sur les articles de ce site web et ensuite potentiellement ils peuvent aussi creuser et tomber et acheter directement les jeans qu'eux fabriquent. Donc ça c'est des exemples d'inbound. Donc voilà, le but du jeu c'est de bien choisir ses canaux lorsqu'on fait de l'inbound. Il y a plusieurs... les possibilités sont larges. Pour autant, c'est important de bien identifier certains, de ne pas être partout, de patienter parce que ça prend du temps de faire du bon contenu de qualité qui attire des prospects, des potentiels clients. Et en même temps, quand vous identifiez que quelque chose fonctionne très bien, je ne sais pas si par exemple YouTube, c'est vraiment là où vous avez trouvé votre ton, vous attirez beaucoup de gens, et dans ce moment-là, de vraiment... miser double en fait sur les plateformes qui fonctionnent parce qu'en fait c'est ça le but du jeu, c'est de trouver ce qui marche et ensuite d'accélérer sur ce qui marche pour capitaliser là-dessus. Donc n'oubliez pas de mesurer, c'est le but du jeu, c'est de vraiment toujours avoir en tête cette vision analytique, hein, je ne l'ai pas assez incité dessus, mais quand vous faites du marketing vous devez avoir une vision très pragmatique et statistique en fait de vos opérations, donc ça demande à utiliser par exemple des liens de partage intelligents comme Bitly qui vous permettent de savoir comment sont partagés quel est le nombre de partages, quel est le nombre de clics, etc. Et aussi d'utiliser par exemple quelque chose qui s'appelle un UTM Builder. Donc ça, je vous laisserai aller sur le lien. En fait, ça permet de prendre des pages web, par exemple de votre site web, d'y ajouter ce qu'on appelle des tags dans l'URL. Et en fait, comme ça, par exemple de mettre aussi les références de la campagne. Et lorsque, comme ça, vous allez regarder vos analytics de votre site web, vous allez comprendre, par exemple, d'où vient la source, quelle est la source du trafic de votre landing page, quelle est la source de trafic de votre page de pricing, etc.
grâce aux mots-clés que vous avez préalablement construits en fait, avant de les partager, soit par email, soit vos réseaux sociaux. Si vous cliquez sur une newsletter, là, demain ou ce soir, ou sur un lien sur un réseau social, vous verrez, si vous regardez bien dans l'URL, vous verrez que après l'URL est très longue et qu'il y a souvent écrit UTM, quelque chose, point d'interrogation, et quelque chose. Donc ça veut dire que l'entreprise ou la marque qui communique a utilisé justement cet UTM Builder pour analyser en fait son trafic. Donc ça a l'air un petit peu nébuleux, mais c'est assez simple à prendre en main. C'est très utile pour savoir ce qui fonctionne moins. N'oubliez pas que vous avez aussi des opportunités en dehors de Internet. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément obligé de tout miser sur Internet. Vous pouvez aussi communiquer de diverses façons dans la vraie vie, entre guillemets. Donc vous pouvez distribuer, il y a certaines startups à qui ça fonctionne très bien de distribuer des flyers. Si vous faites de la restauration à domicile, par exemple, ça a du sens d'aller distribuer des flyers dans la rue à la sortie du métro ou près du lieu de travail. Vous pouvez aussi participer à des événements, des concours. Parfois, des concours peuvent offrir une visibilité importante auprès d'une communauté. Vous pouvez, si vous avez de l'argent, privilégier parfois l'affichage classique dans le métro. Ça peut avoir du sens. Bon, c'est un pari, mais pourquoi pas si vous êtes à un stade assez avancé. Utiliser des magazines. La télévision, bon, il n'y a pas de mauvaise façon. Internet reste à la chance d'être quelque chose que vous pouvez maîtriser normalement et d'être peu cher. Mais vous avez l'opportunité de faire ça également ailleurs et d'être malin et de trouver des astuces pour trouver des leviers d'acquisition d'utilisateurs en dehors d'Internet. On touche à la fin. Le but du jeu quand même, avec toutes ces expérimentations dont je vous ai parlé, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Alors je disais d'être concentré sur certaines plateformes, mais comme toute expérience, si on met tous les œufs dans le même panier, c'est très risqué parce que si du jour au lendemain, vous avez un seul canal d'acquisition, par exemple, qui est Google, et si demain Google change son algorithme, ben, vous êtes foutu. C'est-à-dire que vous avez tout votre trafic du jour au lendemain qui saute, et vous n'avez pas forcément de plan B si vous n'en avez pas prévu un. Donc c'est important de diversifier, de tester, d'alterner ce qu'on appelle des quick wins, où vous allez pouvoir avoir des résultats immédiats, et en même temps avoir plutôt travailler sur le long terme, notamment sur la partie, par exemple, je vous disais, rédactionnelle, création de contenu, de blog, qui a plus tendance à durer dans le temps et s'inscrire dans les moteurs de recherche. Donc voilà, faut un petit peu jongler quand même entre les différentes stratégies. Choisir vos cycles, là c'est très important. Est-ce que vous faites des tests sur une semaine? Est-ce que vous faites des tests où vous donnez un mois? Est-ce que vous faites des tests où vous donnez 3 mois? Ça, c'est à vous de le déterminer. Il n'y a pas de bon tempo. En général, plus on commence, plus on a des cycles réduits, parce que faut vite être fixé sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Pour autant, il n'y a pas de règle. En général, si vous faites quelque chose de qualitatif, il faut s'inscrire un petit peu dans la durée. Mais bon, il ne faut pas se mentir à soi-même. Si quelque chose ne fonctionne pas pendant 2-3 mois, peut-être que ce n'était pas la bonne stratégie et il faut vite passer à autre chose. Donc, à vous de doser vos cycles selon vos cycles de vente. Si vous faites des produits où vous vendez à des grands comptes, par exemple, vous êtes en B2B, vous vendez par exemple des ailes d'avion, bon, c'est normal que le cycle de vente soit très long et prenne plusieurs mois. Si vous vendez, si en fait votre objectif c'est juste que les utilisateurs s'inscrivent à une application mobile et que après quelques semaines ça ne marche pas, vos campagnes, c'est que là vous pouvez vous poser plus de questions. Donc selon vos produits, les cycles ne vont pas être les mêmes. À vous d'adapter. Certains outils qui peuvent être pratiques, normalement vous aurez le lien de la présentation, donc vous ne vous embêtez pas, vous pourrez les piocher. Donc juste utile, quand vous faites du marketing, c'est utile d'avoir ce qu'on appelle un backlog. Un backlog, c'est là, en fait, c'est un tableau, en général Excel, mais vous utilisez d'autres outils en ligne comme Google Sheet ou Airtable. Vous allez en fait référencer toutes les expérimentations que vous allez faire, donc par nom d'expérience, avec le détail, l'objectif que vous avez en tête, le canal utilisé, comment vous allez traquer, etc. Donc ça va être en fait un petit peu votre tableau de bord pour lister les expérimentations que vous avez en cours. Donc vous allez comme ça pouvoir vite identifier, flaguer celles qui ne fonctionnent pas en rouge, garder celles qui fonctionnent, etc. Donc c'est ce qu'on appelle un backlog. Il y a d'autres outils qui peuvent être utiles. Pour communiquer, ça peut être notamment de faire du design, des visuels avec Canva, chatter en direct avec vos utilisateurs quand ils arrivent avec Crisp, ça permet parfois de
aux utilisateurs de s'inscrire rapidement. Travailler votre rétention avec des logiciels orientés CRM comme Intercom. Vous allez pouvoir mettre en place des mécanismes de relance avec certains événements que vous allez choisir. Si vous faites des sales, si vous voulez trouver des personnes, vous utilisez par exemple Hunter qui vous permet de trouver le nom de quelqu'un avec son adresse email professionnelle. Vous utilisez des Zapier par exemple aussi pour connecter différentes applications et automatiser certaines tâches. Ou utiliser, alors ça c'est des outils payants. Pour le parrainage par exemple, il y a des outils qui permettent de gérer toute la partie parrainage. Donc ça peut-être à utiliser une fois que votre produit est bien mûr. Plusieurs outils. Si vous cherchez des outils en particulier, je vous conseille d'aller voir un site qui s'appelle Product Hunt. Sur Product Hunt, vous avez en fait, grosso modo, tous les outils qui existent en ligne du moment. Et en fait, voilà, vous tapez votre besoin. Tous les créateurs des outils postent là-dessus. Il y a des commentaires, il y a des classements. Donc ça peut être très très utile si vous cherchez quelque chose de particulier. Pour les ressources, donc quelques blogs que je vous conseille d'aller voir si vous vous intéressez au sujet donc du growth hacking. Donc Andrew Chen, dont je vous ai cité, Brian Balfour, qui sont des pionniers. Il y a des sites en France aussi comme Dezio, acquisition.com. Il y a des newsletters qui sont très intéressantes comme Startup Curated, des communautés et aussi, si vous aimez pour les transports, des podcasts où des responsables marketing de start-up parlent de leur expérience. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous nourrir si vous avez envie de creuser le sujet. Donc, si on résume, et on est dans les temps, normalement, produit en premier. Donc encore une fois, le marketing, c'est pas ça qui va transformer votre produit, donc tout commence par là. Donc avant de dépenser de l'argent, de le temps, de l'énergie, soyez sûr quand même d'avoir un produit qui tient la route et qui a trouvé son marché. Donc 3 façons de croître, grâce au réseau des autres, grâce à vos utilisateurs ou en modifiant votre produit. Donc l'acquisition, est-ce que vous allez avoir des stratégies d'inbound, d'outbound? Donc c'est ce qu'on vient de voir. Bien mesurer vos résultats avec des métriques, faire de nombreuses expérimentations, alterner des résultats, enfin des quick wins et des expériences un peu plus sur le long terme. Quand quelque chose fonctionne, n'hésitez pas à miser tout là-dessus, enfin en tout cas beaucoup, doubler votre mise là-dessus, parce que c'est assez rare de voir quelque chose qui fonctionne bien. Quand je dis quelque chose qui fonctionne bien, c'est évidemment selon vos critères. Il n'y a pas de norme de quelque chose qui fonctionne bien, ça dépend, est-ce que vous avez forcément des critères, est-ce que ça vous rapporte donc le critère en général, c'est que votre coût d'acquisition est inférieur à votre lifetime value, donc ça vous coûte moins cher de trouver des utilisateurs que ce qui vous rapporte. Donc vous avez un modèle viable. Et enfin, donc le growth hacking, c'est pas mal de bidouilles, ça peut être des petits hacks, ça peut être des astuces. Donc ça peut s'apparenter parfois un petit peu à du piratage, un peu ce qu'avait fait Airbnb avec Craigslist. Donc Internet, c'est votre terrain de jeu, surtout si vous êtes ingénieur. Mais voilà, pensez aussi à faire les choses de façon un peu clean, parce que vous êtes là pour durer et que ça peut aussi vous retomber dessus à un moment donné. Des entreprises comme Uber en ont payé les frais avec des mécanismes un peu trop agressifs pour suivre leurs utilisateurs. Donc ça leur fait de la mauvaise presse aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout. Prochaine fois, on va parler de la croissance. Ce que c'est que la croissance, gérer la croissance d'une startup. Et maintenant, on peut passer aux questions-réponses. Et j'espère que ça vous a plu. Merci. Oui, carrément. Enfin, la plupart du marketing, en fait, est organique, ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'ils partent d'une base très réduite d'utilisateurs qui se recommandent au bouche-oreille. Par exemple, moi, la première fois où j'ai entendu parler de Hitch, donc le service de covoiturage que vous connaissez probablement tous, c'était ma petite sœur qui m'en a parlé. J'étais dégoûté parce que je suivais l'actualité
J'étais assez proche de tout ce qui se passe sur Internet, etc. Et j'en avais jamais entendu parler avant, parce qu'ils ont été capables en fait de croître seulement grâce à leurs utilisateurs. Et c'est ma sœur un soir qui me dit mais pourquoi tu rentres en Uber? Il y a Hitch qui est moins cher, qui est plus sympa, etc. Est-ce que c'est possible de faire plein d'exemples un bon marketing juste en se basant sur nos proches, sur le bouche-oreille, faire appel à du marketing. Si on ne veut pas dépenser trop d'argent. Ouais. La plupart du marketing en fait normalement est organique, qui part d'une base très d'utilisateurs. Ouais, c'est plus lent, mais c'est plus sûr. Et tu vas lentement, mais sûrement. Après, en fait, le marketing, comme je disais au début, il faut le voir comme un accélérateur, en fait. C'est-à-dire, c'est un peu comme lever des fonds. Quand vous levez des fonds pour votre projet, vous avez déjà validé un petit peu votre modèle au préalable. Et en fait, quand vous dépensez de l'argent pour communiquer, par exemple, c'est que vous avez en fait envie de passer à un niveau où vous voulez un petit peu accélérer. Donc, c'est juste ça. Après, il y a plein d'exemples de boîtes qui n'ont pas besoin de communiquer dans un premier temps. Justement, mais en général, c'est un premier temps, parce que quand même, l'ambition d'une entreprise, c'est de prendre des parts de marché, et a priori, et en tout cas, de consolider sa présence sur sa cible existante. Donc, d'une façon ou d'une autre, tu communiques, je pense. Mais tu n'es pas forcément obligé de dépenser pour ça. Mais si tu ne dépenses pas, tu y passes du temps. Et c'est une façon quand même de dépenser de l'argent. Merci en tout cas. Merci. Quand vous dépensez de l'argent pour communiquer, par exemple, c'est que vous avez en fait envie de passer à un niveau où vous voulez un petit peu accélérer. Donc c'est juste ça. Après, il y a plein d'exemples de boîtes qui n'ont pas besoin de communiquer dans un premier temps. Mais en général, c'est un premier temps, parce que quand même, l'ambition d'une entreprise, c'est de prendre des parts de marché. Et a priori, et en tout cas, de consolider sa présence sur sa cible existante. Donc, d'une façon ou d'une autre, tu communiques, je pense. Mais tu n'es pas forcément obligé de dépenser pour ça. Mais si tu ne dépenses pas, tu y passes du temps. Et c'est une façon quand même de dépenser de l'argent.